Je suis ravie de vous voir ici aussi nombreux ce soir. Et avant qu'on commence, je vais quand même vous demander de penser à rallumer vos portables à la fin de la conférence. Donc, ce soir, nous accueillons à l'Institut franco-américain Alexis Génie, prix Goncourt 2011, biographe de John Muir. Mais je vais laisser Gildas l'introduire plus longuement, mon collègue Gildas Le Voguer, après cette petite introduction. Quant à moi, en tant qu'Américaine, pour laquelle la France est son pays d'adoption, et comme présidente de cette belle association, je tenais à vous dire combien je suis contente de pouvoir présenter ce soir un exemple qui incarne la raison même de l'existence de l'Institut franco-américain. Cette recherche d'amitié et d'harmonie entre Français et Américains. Et c'est sans conteste ce que nous trouvons, dont j'aurais pu devenir millionnaire, mais j'ai choisi d'être vagabond. Une harmonie avec le monde naturel qui nous entoure, un pont entre le passé et le présent, l'amour pour un héritage partagé et surtout une découverte d'une fraternité profonde et sincère entre deux fins observateurs de la grande sauvagerie, the wilderness, des deux côtés de l'Atlantique avec un siècle d'écart, John Muir et Alexis Génie. Il y aura bien sûr un moment pour répondre à vos questions et une séance de dédicace à la fin de cette présentation, mais je vous incite dès maintenant à profiter de la présentation de notre ami pour cet événement exceptionnel, organisé en collaboration avec la librairie Ariane. Merci à vous et à Gildas pour prendre en main la suite de cette rencontre et surtout merci à Alexis Génie pour votre présence ici ce soir. Bonne soirée à tous. Oui, bonsoir à tous et donc merci d'être présent pour accueillir Alexis Génie qui est suffisamment connu, je pense, mais néanmoins il faut mentionner que Alexis Génie a reçu donc le prix Goncourt en 2011 pour un ouvrage, un roman qui s'appelait L'art français de la guerre. Mais par ailleurs, peut-être un élément de biographie intéressant à mentionner, c'est que avant de se consacrer pleinement à la littérature, Alexis Génie était enseignant, agrégé de sciences et vie, ou c'est sciences de la vie, de biologie, d'accord, agrégé de biologie, et donc il enseignait les sciences et vie de la Terre et la biologie certainement dans l'enseignement secondaire pendant un certain nombre d'années. 20 et quelques années. Et c'est important de signaler ça parce que très clairement, on voit bien dans votre livre la patte également du scientifique. Donc c'est un objet littéraire, mais néanmoins, votre intérêt pour John Muir nécessairement nous laisse penser que vous êtes intéressé aussi par tous les sujets qui, lui, l'émerveillaient, la botanique, etc. Donc, et la géologie, bien entendu. Donc, on y reviendra tout à l'heure. La semaine dernière, vous avez proposé un petit texte, un court texte fort intéressant au Monde. Et je voudrais juste peut-être commencer avec une courte citation de cet article. Alors, dans la citation, voilà, donc peut-être que si je place, je vais la lire, mais si je la plaçais devant vous, ce serait plus simple, évidemment. Dans ma vingtaine, je poursuivais des études de sciences en me bourrant de romans comme antidote à la raison triomphante. Alors, donc on voit bien l'ambivalence là, dont je parlais tout à l'heure entre la dimension donc scientifique qui est la vôtre et votre formation scientifique, et en même temps, eh bien, cette impulsion qui était de lire des romans, comme vous le dites, me bourrant de romans. Oui, c'est-à-dire que, bon, j'ai toujours une grande passion pour la littérature, mais déjà, enfin, bon, je crois que ça a commencé quand j'ai su lire, quoi. Même un peu avant, parce que ma mère me lisait des trucs avant que je sache lire. Enfin, voilà, donc c'était la chose écrite pour moi a toujours été extrêmement importante.
Alors pourquoi j'ai pas fait d'études de lettres, hein? Parce que je pense que la littérature, ça se fait ou ça se lit, mais après travailler dessus, ça m'intéressait pas trop, et puis ça m'intéresse toujours pas d'ailleurs. Donc du coup, j'ai fait autre chose, j'ai fait des sciences naturelles. Alors, je suis pas super bon en physique ou en maths, choses comme ça, mais les sciences naturelles, ça me parle bien. Donc j'ai fait ces études-là, j'ai passé un concours, j'ai été prof, j'ai étudié ça. Mais c'est vrai que il me manquait ce côté littéraire, mais en fait, ce que j'aime, c'était lire des livres. Voilà. Donc j'en lisais beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu féroce, c'est-à-dire que je me gardais dans mon emploi du temps, souvent au petit matin. Alors j'ai gardé cette habitude-là, ça fait très, très longtemps. Donc de garder toujours au moins une demi-heure pour lire quelque chose de l'ordre du littéraire. Pour pas mourir de dessèchement. Parce que les sciences, bon, c'est passionnant les sciences, c'est une aventure intellectuelle incroyable, c'est une aventure humaine, c'est très très chouette. Mais c'est enseigné de façon extrêmement austère. Et en plus, on en rajoute dans cette austérité pour dire que c'est sérieux, que les sciences, il faut travailler, que c'est voilà. Donc, ça manquait un peu d'humain tout ça, ça manquait un peu de récit, ça manquait un peu de mise en scène, etc. Bon, donc heureusement, je trouvais ça dans la littérature. Et d'ailleurs, bon, ce livre, ça a été l'occasion pour moi, après avoir écrit des romans, des choses comme ça a été l'occasion d'écrire quelque chose sur la nature, comme vous l'avez dit, sur les arbres, sur la forêt, sur la géologie, tout ça, parce que j'avais cette envie, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans ma vie à étudier les sciences, et puis à les raconter, les sciences, aux élèves. Donc j'avais envie d'en faire quelque chose littérairement, mais je ne sais pas trop comment faire. Parce que c'est compliqué de raconter les sciences par la littérature, par le roman. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire en racontant la vie de cet homme-là qui passait son temps à se balader dans la forêt et à adorer ça, donc, et à essayer de réfléchir sur cette forêt. Donc, pour moi, ça a été une occasion incroyable de mettre de l'humain, de travailler littérairement sur le regard émerveillé que John Muir portait sur la nature. Ouais, ça a été le début d'une sorte de réconciliation en moi entre ce goût pour la littérature et ce goût pour les sciences. Alors après que les deux bouquins suivants que j'ai faits, il y en avait il y en a qui s'appelle Parmi les arbres. C'est vraiment sur les arbres. C'est un mélange d'intime et de vulgarisation scientifique. Puis j'en ai fait un carrément de vulgarisation scientifique sur les extinctions. Mais celui-là, c'était le début. C'était, enfin, j'ai pu rejoindre ces deux morceaux de moi qui avaient du mal à cohabiter quand je faisais mes études. Hein, où j'avais, voilà, au petit matin, je me bourrais de romans et dans la journée, je faisais des sciences. Et la rencontre avec John Muir s'est faite à quel moment? Donc là, vous écrivez, je parle de l'émerveillement de Muir, mais je dois parler de mon émerveillement devant Muir. Donc manifestement, ça a été une rencontre importante, une rencontre intellectuelle, un tournant vraiment pour vous, mais ça s'est fait comment et à quel moment? Alors, ça va être un peu peut-être décevant, mais c'est l'éditeur, enfin l'éditrice pour le coup, qui me l'a suggéré. Alors, je connaissais pas Muir. Alors, je suis désolé. Je sais que ça se prononce Muir. Je sais que lui-même devait dire Muir avec son accent écossais. Le problème, c'est que quand je dis ça aux gens, ils comprennent pas parce que personne ne connaît. Donc, je dis Muir bêtement. Vous savez, c'est voilà, comme l'histoire de Mrs. Muir, ce très beau film. Bon, donc, je ne connaissais pas, mais en France, personne ne le connaît. Très peu de gens le connaissent. Malgré des essais de traduction. Voilà, on connaît. Alors, il y en a un autre difficile à prononcer. C'est Thoreau. Mais le problème, c'est que quand je dis Thoreau avec mon accent approximatif, on me comprend pas. Si je dis Thoreau, on me comprend pas non plus. Donc, c'est toujours très compliqué. Bon, Walden, ça, on peut le comprendre. Ça, on connaît en France. Parce que peut-être que Thoreau, c'est un théoricien, donc il a des pensées sociales, etc. Peut-être ça intéresse plus la France que ce poète de Muir. Bon, on ne le connaît pas très bien.
Mais donc l'éditrice me dit ouais, ça te dirait pas d'écrire quelque chose, parce elle voulait que je travaille avec eux parce que c'est une maison d'édition qui fait de l'exploration, de l'aventure. Et dit ouais, ça serait bien que tu écrives un jour un truc avec nous. Bon, et puis après elle a cette idée, John Muir, ça te dirait pas. Il est scientifique un peu comme toi. Bon, si je connais pas, alors qu'est-ce que je fais? Je vais voir sur Wikipédia, hein, qui amène beaucoup d'informations. Il n'y a pas beaucoup de pensées dans Wikipédia, mais des informations, il y en a. Et là, je lui dis, ah, ça a l'air intéressant. Je vais à la bibliothèque municipale. C'est modeste hein, comme approche. Et j'emprunte des livres de John Muir. Et je commence à en lire un. Je commence à lire 1500 km à travers l'Amérique profonde. Non, 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde. Dans le titre. Déjà, le titre, je dis, c'est énorme. Je m'installe dans mon fauteuil de lecture, je commence à lire, et en 20 pages, je suis captivé. Je dis, mais c'est génial, c'est incroyable, c'est incroyable cet écrivain. Ah, et je pensais même pas là au prétendu scientifique, on en parlera sûrement, mais ou à l'aventurier, ça, mais l'écrivain, il écrit merveilleusement. C'est poétique, c'est drôle, c'est passionnant. Et franchement, voilà, j'ai dévoré ce livre. Je l'ai dévoré de bout en bout. Après, je me suis précipité sur le suivant. Et en fait, l'écrivain en moi est tombé amoureux de l'écrivain Muir. Ben, c'est normal, hein. J'avais pas d'autre moyen de le rencontrer, puisqu'il était mort en 1914, que par ses livres. Et franchement, il a une plume extraordinaire. On verra peut-être pourquoi. Et c'est passionnant. Je suis tombé en amitié avec cet homme-là, et pendant plusieurs mois, j'ai fait que ça. J'ai lu Muir, j'ai écrit sur Muir, j'ai ramené à la maison des livres sur Muir, de Muir et sur Muir. Ma femme regarde ce que j'avais, ah tiens, encore lui. Ça a pris tous les mois d'écriture, ça a été vraiment, j'étais plongé dedans. Ce type m'a passionné, c'était en effet une rencontre très forte, parce qu'il y avait ce regard qu'il avait, et aussi ce mélange d'érudition, parce que c'est un type extrêmement cultivé, qui connaissait toute la culture scientifique de son temps, et la culture littéraire aussi, et sa naïveté de jeune homme perpétuellement émerveillé, et sa vision de poète, et sa liberté incroyable. Donc juste un point de biographie, donc notre homme John Muir, il est né en 1838 en Écosse, il arrive à l'âge de 11 ans aux États-Unis, donc en 1849. De 1849 jusqu'à à peu près 1861, il vit dans le Wisconsin, voilà. Et ensuite, il va aller à l'université de Madison pendant 2 ans, 1861-1863. Et puis, il travaille pendant 4 années. Il effectue... bon, il a étudié avant, il continue à étudier, mais il fait différents travaux. Il travaille comme menuisier, il travaille comme... Enfin, des tas de choses. Et il finit en 1867 à Indianapolis. Et là, il a un accident. Un accident oculaire. Il manque... Enfin, je ne sais plus comment ça arrive, mais dans l'atelier... c'est une histoire assez abracadabrante. Donc, parce que j'aurais pu devenir millionnaire, je dis vagabond. Pourquoi millionnaire? Ce type est une sorte de génie mécanique. Il a inventé des machines en bois. Alors, il travaillait dans le Wisconsin, son père, qui était un presbytérien fou, décide d'aller sur le front pionnier du Wisconsin, défricher un bout de forêt, construire une maison de ses mains, et avec sa famille, jouer un peu à la petite maison dans la prairie, mais version camp de travail. C'est-à-dire que tout le monde bosse du lever du soleil au coucher du soleil. À 8h, tout le monde au lit, et à 6h le matin, debout, on recommence à bosser. Bon, parce que lui, presbytérien, fou, j'ai dit, il considère que la vie n'est qu'une vallée de larmes, et la seule façon de traverser, c'est de travailler. Voilà. Donc, à table, on se tait, on ne rit pas, on apprécie les dons du Créateur dans l'assiette. Et rire, c'est malsain, c'est diabolique, etc. Enfin bon. Le petit Muir a comme eu une bonne éducation en Écosse, il a appris à lire, il a appris à écrire, etc. Et bon, bien sûr, dans cette maison, il n'y a pas de livre. Alors il demande à son père un livre de physique. Alors, pas question de demander un roman, un livre de littérature, le père n'aurait pas voulu. Mais un livre de physique, pourquoi pas? Si ça permet de t'éclairer un peu sur les mystères du monde, pourquoi pas? Il lui accorde ça,
et il lui demande s'il peut travailler un petit peu à bricoler des trucs. Il dit ouais, bah, t'as qu'à te lever plus tôt. Hein. Bon, le petit Muir, il se lève à 1h du matin. Et il bricole dans l'atelier qui est au sous-sol de la petite maison à la prairie. Et là, il lit son livre de physique, il découvre le principe du pendule. Vous avez peut-être vu ça, hein, un cours de physique, il y a le pendule, il y a des histoires d'angle, de vitesse, machin, etc. C'est très très abstrait. Et là, il se dit, oh, on pourrait peut-être faire une horloge avec ça. Il n'a jamais vu d'horloge de sa vie, enfin, il a vu des horloges, mais il n'a jamais vu l'intérieur d'une horloge. Et rien qu'avec le principe du pendule, il reconstitue une horloge qui fonctionne, avec des rouages en bois, parce qu'il n'a que ça, qui taille lui-même. Donc, il fait une grosse horloge avec les aiguilles qui donnent l'heure et qui sonne l'heure et qui marche avec un balancier, qui est un galet tenu par une corde. Et quand son père voit ça, il dit ah bah ça alors. Et ça, c'est la partie de bien que je ne comprends pas. Comment on peut, à partir d'un petit schéma dans un livre de physique, reconstituer une horloge? Et en plus, en ayant taillé les rouages au couteau et la scie dans des blocs de bois. Voilà. Et après ça, il fait plein de machines. Il a une sorte de don pour les machines. Et quand il va à l'université de Wisconsin, alors il suit des cours de sciences, il suit des cours de lettres, il suit des cours... Et il fabrique des machines. Mais des machines, il a une sorte d'horloge qui le sonne, qui le fait lever, et qui ouvre un livre devant lui pendant qu'il s'habille, et qui laisse le livre disponible pendant quelques minutes, le temps de lire 2 pages, et après ça se tourne, ça referme le livre, ça en ouvre un autre, etc. Vous n'avez pas vu ce film, comment il s'appelle, un dessin animé ben voilà ces Gromit. En fait, pour de vrai, il faisait les machines de Wallace et Gromit. Alors, je comprends pas. J'ai vu les photos de ces machines, ils ont gardé ça à l'université du Wisconsin, je comprends pas comment ça marche. Et comment, dans l'esprit de quelqu'un, ça a pu germer. Ce type, il aurait pu être Edison à la place d'Edison. Bon. À Indianapolis, il se fait engager dans une usine de fabrication de chariots. Vous savez, les chariots de western, là. Donc il faut faire des roues. Pour faire des roues, il faut avoir des moyeux, il faut bien faire les trous, il faut mettre les rayons, il faut mettre des cercles de fer autour, enfin bon. Il crée des machines qui améliorent la fabrication de tout ça. Et ça va beaucoup mieux. Donc il devient ingénieur dans cette usine. Il aurait pu, après, faire un cours de machines. Et lui, il se dit, ouais, j'aimerais bien faire un grand voyage, j'aimerais bien aller... Alors son grand voyage, c'était très simple. Hein. Ça serait partir de l'Indiana, arriver en Floride, au golfe du Mexique, traverser le golfe du Mexique, arriver au Venezuela, et là, il aurait pris l'Orénoque, il aurait remonté l'Orénoque, puis passé sur l'Amazone, il aurait descendu l'Amazone, et il avait fait ça sur plan. Hein, voilà. Donc il dit, je vais travailler un peu, amasser un petit pécule, et après je fais mon voyage. Et aïe, dans l'atelier, il y a un outil qui ripe, et il se perce la cornée. Il perd la vue. Et là, le drame, il se dit, si au moins j'avais fait mon voyage, j'aurais pu me repasser les images dans le noir. Mais là, rien, je n'ai pas fait mon voyage. Et donc je suis condamné au noir. Alors il est très bien soigné. Au bout de 15 jours, il recouvre la vue. Il laisse tomber l'usine. Il prend une musette, un bout de pain dans la musette, une petite carte qui ne devait pas être beaucoup plus détaillée que ça, un chapeau, et c'est parti pour ce grand trajet. Et c'était en 1869, je crois. Le début du voyage. Ouais, le début du voyage. 67. Alors, 1867, à cet endroit-là, c'est 2 ans après la fin de la guerre civile. C'est-à-dire qu'il a traversé à pied un sud dévasté. Je me rappelle que si le Nord a gagné, c'est aussi en dévastant de façon abominable le sud, en brûlant, en détruisant, etc. Et donc là, il a traversé ce sud déglingué. Il va faire des rencontres très étranges. Et ça, c'est un récit de voyage extraordinaire. Donc il marche, il découvre, il va un peu au pif, voilà. Bon, et il finit... Bon, alors il y a plein d'épisodes, hein, tous aussi rocambolesques les uns que les autres. Il arrive là, et là, bon, normalement, il arrive au golfe du Mexique, il devrait prendre le bateau pour partir dans les Roanoke. Bon, ce qui normalement aurait peut-être dû faire qu'il disparaisse totalement englouti par l'Amazone. Heureusement, grosse crise de paludisme, il tomberait sur la plage, et il est soigné par des gens qui sont là, et il va renoncer à son grand voyage. Alors,
ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on voit ce côté radical. Bon, mon voyage finalement peut être mis en cause par un accident. C'est dommage. La vie est courte. Allons-y. Et il y va. Et il y va avec rien. Il y va à pied avec une musette. Non. Et c'est vrai que et il va dormir dans les buissons. Même à Savannah, il a un peu la trouille. Il y a des noirs qui rôdent. Il dit nègre, bien sûr, parce que bon, il n'en a jamais vu. Il vient d'Écosse, du Wisconsin. Donc, il ne sait pas trop bien ce que c'est. On est à la fin du système esclavagiste. On est dans l'effondrement de la civilisation du Sud. Donc, en effet, il y a des gens qui traînent dans tous les sens. Il a super la trouille. Et il trouve un peu louche, ces gens-là. Alors du coup, il décide d'aller dormir dans le cimetière. Il dit, oh, ils vont avoir peur des fantômes. Et il s'installe dans le cimetière, il aménage un peu une tombe comme oreiller, et puis là, il va très bien. Enfin, il y a des tas comme ça d'épisodes assez incroyables. Bon, après, ce qu'il va faire, il va quand même jusqu'à Cuba, une fois qu'il est guéri. À Cuba, il voit qu'il y a une publicité pour des voyages de New York à la Californie. Ah ben, pas de problème, il prend le bateau, il va à New York, un bateau plein d'oranges, qui va de Cuba jusqu'à New York. À New York, il arrive, il n'est pas très rassuré par la ville, il trouve ça quand même un petit peu... Il n'ose pas sortir du port, en fait, New York, parce qu'il ne se sent pas bien en ville. Il prend le bateau, et là, hop, il va aller en Californie, en passant, non pas par le canal de Panama qui n'était pas encore fait, mais par tout un système de trains qui, à l'époque, permettait de passer... voilà. Et donc, il arrive en Californie. Oui, c'est une sorte de voyage... je suis par là, je suis à Cuba, mais il suffit d'aller prendre le bateau à New York et puis d'aller en Californie. Quoi, voilà. Il ne se pose aucun problème pratique, il y va. Toute sa vie, il a fait ça. Toute sa vie, il a suivi des impulsions, il a fait des choses qui normalement on n'arrive pas à faire. Parcourir, faire des tas de voyages, d'exploration, et évidemment le grand moment, la grande découverte, ça va être le parc de Yosemite. Ouais. Alors, la Californie, il faut se rappeler qu'en 1848, la Californie n'est pas un État américain. C'est un territoire qui est peuplé de pas grand-chose, de quelques Indiens dans la montagne, de missions espagnoles sur la côte. La ville de San Francisco, c'est une bourgade de 5000 habitants. Ça n'intéresse personne, la Californie. Bon. Et puis, on découvre l'or. On découvre l'or dans une rivière, et là, il y a une ruée, mais vraiment une ruée. C'est-à-dire qu'en un an, il y a 250 000 immigrants qui arrivent, qui se ruent sur la Californie. À tel point que j'ai vu des photos, c'est insensé, on voit dans la baie de San Francisco des bateaux. La baie est remplie de bateaux. Et il paraît que même les marins quittaient les bateaux pour aller chercher de l'or. Donc les bateaux étaient abandonnés, il fallait les démonter, les brûler, parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Donc, une sorte de folie de l'or. Et après, il y a une folie aussi de l'exploitation du bois, de l'exploitation des moutons. Donc la Californie, qui était un pays très peu peuplé, paisible, avec un climat de montagne un peu méditerranéenne, donc quelque chose de magnifique, eh bien, d'un coup, rentre dans la modernité industrielle, mais de façon extrêmement dévastatrice. Bon. Ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'il a vu le résultat de l'activité humaine sans frein sur un pays très peu peuplé et où la nature était très, très, très présente. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Bon, il arrive à San Francisco, il sort de San Francisco, et il part vers la montagne, donc il va faire des différentes... il va travailler, il va faire tous les travaux possibles, et s'occuper de chevaux, s'occuper d'agriculture, etc. Puis un jour, on lui propose d'aller accompagner un berger pour monter les moutons au pâturage de montagne, dans la Sierra Nevada. Bon, là, il est totalement effrayé, parce qu'un troupeau de moutons de plusieurs milliers de têtes, ça broute, et ça dévaste tout. Et lui, il a l'impression de guider un vol de criquets. Vous savez, les vols de criquets qui dévastent tout derrière eux, en fait, les moutons, c'est des criquets sur sabots, quoi. Ce qui est terrible, c'est que
c'est un écosystème fragile de montagne de type méditerranéen. Donc ils bouffent tous les moutons. Et pourquoi il y avait tant de moutons? Parce que c'est tout simplement c'est de l'élevage un peu spéculatif. C'est-à-dire que les herbages coûtent pas cher, ils sont à personne. Il n'y a pas besoin d'abri parce qu'il fait toujours beau et doux. Et donc on fait d'énormes troupeaux et avec justement un rapport financier tout à fait intéressant. Bon, donc il va grimper là. Petit détail, les Indiens, on en parlera peut-être, quand il y a eu les premiers prospecteurs, les Indiens ont été tout à fait mécontents de voir des gens faire des trous là où ils habitaient. Donc il y a eu des attaques de prospecteurs par les Indiens, on a envoyé l'armée, on a exterminé les Indiens. Mais vraiment, ça a été une guerre d'extermination, on les a liquidés. Voilà, parce que là précisément, ça gênait l'exploitation. Bien. Notre Muir grimpe dans la montagne avec son troupeau, et là, en grimpant, il découvre la vallée Yosemite, cette grande vallée glaciaire. Et là, il a une... c'est assez drôle, parce qu'il raconte que il voit ça, et il n'a pas de mots pour dire ce qu'il voit, tellement ça le prend, tellement c'est beau. Alors il se met à danser. Il se met en dansant en poussant des grognements. Il est avec un chien qui le regarde faire. Enfin bon, c'est vraiment ce qui se passe. Mais attention, danser devant cette beauté, c'est quoi? C'est le roi David devant la terre promise. Il fait ça aussi. Et Muir, il a une culture presbytérienne, une culture chrétienne, mais extrêmement profonde, puisque son père, le presbytérien fou, l'obligeait à apprendre par cœur les Écritures. Il a su par cœur les évangiles, et une bonne partie de l'Ancien Testament. Et son père le dressait à la trique. Quand je dis à la trique, c'est pas une image, une vraie trique, paf. Ici, il se trompait. Donc il a une culture chrétienne énorme. Il y a aussi une culture scientifique, mais aussi une culture littéraire. Et il y a plein d'éléments de sa culture chrétienne qui reviennent comme ça dans son rapport à la nature. La nature, pour lui, c'est pas la nature, c'est pas l'environnement. La nature, c'est la création, avec un grand C. Ce qui veut dire un créateur, avec un grand C. Et la beauté de la nature, c'est une sorte de psaume qui monte de la création vers le créateur. Et lui, face à la beauté, il a une crise mystique, carrément. Il danse devant Yosemite, devant la vallée, etc. Et il tombe amoureux de cet endroit, et il va y rester pendant des années. Il va vivre là. Alors c'est drôle, il va construire une scierie pour scier... Alors, on va dire, mais uniquement pour scier des arbres tombés du fait de la tempête. Il ne coupe pas d'arbres, il y a un petit côté idée fixe, donc voilà, il ne coupe pas d'arbres, et c'est bon les arbres tombés, donc il vend les planches, etc. Et donc, voilà, c'est un endroit qui est totalement central pour lui dans toute sa vie. C'est-à-dire que le jour où John Muir rencontre la vallée de Yosemite, eh ben, il devient vraiment John Muir. C'est-à-dire qu'il est enraciné dans ce lieu. Il y vivra pendant longtemps, et après toute sa vie, il va y revenir régulièrement. Et, alors à la fin de sa vie, j'anticipe un peu, il va participer fortement à la création du parc qui existe encore et qui protège cette vallée. D'une certaine façon, il a sauvé les séquoias parce qu'ils étaient exploités de façon totalement prédatrice. Et donc lui, il a milité, mais ça c'était bien plus tard, à la fin du siècle, donc 20-25 ans plus tard, il a milité pour qu'on protège cet endroit. Parce qu'il fallait garder quelque part un morceau de nature tel que Dieu l'a fait, tel que le Créateur l'a fait, de nature vierge. Alors, on est bien d'accord, on fantasme la nature vierge, parce qu'il n'y a plus d'Indiens, parce qu'on nous a dit oui. Donc voilà, mais voilà, parce que une vie humaine ne peut se comprendre, ne peut être une vie humaine pleine que si on a un contact avec la nature. Donc il faut que les gens des grandes villes champignons de Californie qui grandissent à toute vitesse puissent avoir pas loin un endroit où la nature est là et qui puissent se ressourcer, comme on dit maintenant. C'est pas un terme qu'il emploie, mais c'est un peu l'idée. Il faut être en contact avec la nature. Autrement, rien n'est possible. Aucune vie pleine humaine n'est possible. Aucune vie spirituelle n'est possible. Voilà.
Et donc, il est protecteur de la nature, mais de façon très particulière. Ça n'a rien à voir avec les écologistes actuels. C'est-à-dire que on dit parfois c'est un précurseur de l'écologie, un ancêtre de l'écologie. Oui, enfin c'est un ancêtre mythique de l'écologie. Alors après, lui, en plus, il est un chantre du préservationnisme, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire, on fait un parc, et dans le parc, aucune activité humaine. Voilà, donc c'est une façon particulière de protéger la nature. Voilà. Mais il a fait ça. Donc lui, il fait ça par émerveillement. Il dit c'est tellement beau et ça le nourrit tellement d'être là qu'il veut que ça soit préservé, que ce ne soit pas dévasté par le tourisme, par la déforestation, par la prospection, par l'élevage intensif. C'est ironique que le nom des grands arbres, les séquoias, en fait, le séquoia, c'est le nom d'un Indien. Un Indien Cherokee qui, dans les années 1830, va mettre au point, c'est le premier à réussir à le faire, il met au point un abécédaire pour la langue Cherokee. Les missionnaires avaient essayé de le faire, mais c'était trop compliqué, et lui va réussir à... Alors je ne sais pas pour quelle raison exactement on a appelé les séquoias séquoias, mais c'est emprunté donc à cet Indien Cherokee. Et donc quel était le rapport de... Bon, ils ont quasiment tous disparu, mais quel était le rapport justement de nuire avec oui, c'est ça, indien. Alors, un jour j'ai lu un article qui m'a fâché, où alors c'est on va dire un chercheur il s'appelle Malcolm Ferdinand, c'est un chercheur écolo, sociologue, etc. Enfin, il a inventé cette notion de plantationocène. Vous connaissez l'anthropocène. Eh bien, on a aussi inventé le capitalocène. Ça veut dire parce que l'anthropocène, c'est le moment où l'homme a une telle emprise sur la nature que ça modifie les grands cycles. Ok, donc ça c'est un concept intéressant. Après, on a dit c'est le capitalocène, parce qu'en fait, c'est le capitalisme qui fait ça. C'est pas tous les hommes. Bon, Sandrine Rousseau a inventé récemment l'androcène. C'est le patriarcat. Bon, voilà, et on a inventé le plantationocène. Pourquoi ? Parce que la plantation, c'est le laboratoire de l'exploitation de l'environnement. C'est-à-dire défricher, planter, en plus avec des conditions sociales terribles, etc. Voilà. Le début du capitalisme violent et dévastateur, il est dans la plantation. Bon. Et là, cet homme-là, un chercheur tout à fait respectable, ça s'entend bien, ce qu'il dit là, donc essaie de déboulonner un petit peu les idoles de l'écologie, et dit, Muir par exemple, on en fait un héros, mais c'est quand même un sacré raciste. Hein. Il a des propos sur les Indiens, il les trouve sales, il les trouve crasseux, il pue, bon. Alors, c'est repris, tout ça. Il y a même j'ai vu un article là-dessus sur Socialterre, je ne sais pas si vous connaissez cette revue écolo, etc., où on me reproche de ne pas avoir parlé de ça, le côté noir de Muir, ou ce racisme. Alors, le problème, c'est que les gens qui écrivent ça n'ont pas bien lu. C'est vrai qu'il existe à peu près 3 lignes dans, je crois que c'est un été dans la Sierra, où il rencontre des Indiens. Il monte dans la montagne, il monte tout en haut sur la crête de la Sierra Nevada, et il rencontre des Indiens. D'abord, ils sont tous enveloppés dans des sortes de couvertures, et là, ils viennent vers lui, et ils lui demandent de l'alcool et du tabac, mais de façon un peu plaintive. Et là, il a un moment de recul, et là, c'est vrai, il dit, oh, putain, mais ils puent, et puis ils ont l'air complètement minables, quoi. Enfin, et après, il y a 10 lignes après, où il culpabilise d'avoir pensé ça, parce que il est extrêmement empathique avec tout le monde, c'est un type extrêmement sympathique, humain, etc. Et il me dit, mais comment ça se fait que j'ai pu penser ça de mes frères humains ? C'est affreux. Mais bon, ça a eu lieu. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, c'est pas des Indiens, on va dire, normaux, c'est des survivants. C'est des survivants du massacre. Ce sont des survivants clochardisés qui vivent cachés dans les bois. Parce que toute leur tribu, leur famille, etc. a été exterminée. Donc c'est pas des Indiens tels qu'ils vivaient dans la Californie, c'est des exilés. Quoi. Et après, quelques années après, il va en Alaska. Là, il rencontre
des Indiens qui sont dans des villages, qui sont un peu à l'écart des routes de colonisation. Et là, il a des pages et des pages élogieuses sur les Indiens et sur leur civilisation et leur façon de faire. Alors il dit un truc qui est extraordinaire. Dans un village indien, vous n'entendrez jamais un enfant pleurer. Parce que les enfants, on les respecte, on les écoute. Et c'est important. Et lui, il a été éduqué à la trique. Il a été éduqué à la violence. Il a été éduqué au silence, etc. Et il est émerveillé. Il se dit, une autre enfance est possible. La preuve, les Indiens. Et donc, il y a des pages entières, très élogieuses. Le mec qui a écrit ça, dire qu'il est raciste, c'est pas avoir lu tout. C'est avoir lu les 3 lignes où il rencontre des clochards et il trouve qu'il pue. Bon. Ah oui, c'est... Et après, il culpabilise d'avoir pensé ça. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a quand il est en Alaska, il est très élogieux sur cette culture indienne, sur comment ils vivent, il compare tout de suite les chefs indiens à des pasteurs du village écossais. C'est des gens intelligents qui organisent un peu la communauté. Il est très élogieux sur l'humour des Indiens. Ça c'est marrant parce que j'ai lu plein de trucs. Moi j'ai jamais vu d'Indien de ma vie, hein. Mais j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'ethnologues qui racontent ça. Il y a une pratique de l'humour chez les Indiens parce que aussi c'est une façon de faire baisser les tensions. Le principe c'est que personne ne perde la face. Donc on va se débrouiller par l'humour, pour que les gens se sentent bien, que personne n'ait jamais perdu la face, etc. Enfin, il est admiratif de ça. Il dit, en gros c'est terrible comme notre civilisation blanche est violente. Et alors, ça ne veut pas dire que les Indiens ne sont pas violents. Ils le sont, mais ils ont des façons de réguler cette violence au sein du groupe qui est quand même plus paisible que ce qui se passe dans la civilisation blanche. Donc, il est très élogieux. Et alors, il n'a pas de fantasme du bon sauvage. Hein. Simplement, il voit ces gens-là et il dit, bah ça alors, voilà, une autre façon de vivre. Et qu'est-ce qu'elle est bien cette façon de vivre. Alors après, il revient quelques années après en Alaska et il voit que ces tribus qu'il avait rencontrées, ces villages qu'il avait rencontrés, sont ravagés par le tourisme. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui viennent avec des gens qui viennent visiter, et bah, les Indiens, c'est comme maintenant, ils font des danses traditionnelles un peu de travers, ils font des petits objets pour les vendre aux touristes, etc. Et là, le contact avec la civilisation blanche occidentale est fatal à la culture indienne. Et ensuite, avant de partir en Alaska, donc il part un peu plus tard en Alaska, mais on voit qu'après Yosemite, il est pris d'une espèce de boulimie de voyage. Il n'arrête pas de voyager au travers de l'Amérique, jusque donc l'Alaska. Puis après, il aura la volonté aussi d'aller plus loin, donc il va visiter l'Europe, il va visiter également l'Amérique du Sud. Alors, est-ce qu'il voyage pour des raisons scientifiques ? Réglons son compte au mur scientifique. Alors je pense que c'est un botaniste de très bon niveau. Mais après, il n'a jamais rien produit, il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais rien publié. Bon, il est botaniste pour lui-même. Et son seul travail scientifique, ça a été de démontrer que la vallée de Yosemite est une vallée glaciaire. Parce qu'à l'époque, on n'était pas très clair là-dessus, il y avait Agassiz, un scientifique suisse qui est venu s'installer aux États-Unis, qui venait de démontrer qu'il y avait eu une période glaciaire. Bon, mais on était encore dans l'idée qu'il y avait d'autres phénomènes qui pouvaient créer des reliefs. Et Yosemite, c'est un truc très spécial parce que il y a les bords extrêmement raides et le fond plat. Et il y a une montagne qu'on appelle le half dome, le demi-dôme, c'est un dôme et qui est comme coupé. Donc c'est très spectaculaire. On a l'impression que quelque chose a été coupé ou quelque chose s'est effondré. Et la théorie de l'époque, c'était qu'il y avait eu une sorte de tremblement de terre, un effondrement de la montagne sous des effets volcaniques, et voilà. Bon alors après, ou si ça s'est effondré ou ce qui s'était passé, la question n'était pas traitée. Donc c'était quelque chose de l'ordre du séisme ou du volcanisme. Parce que c'est spectaculaire. Et Muir, qui a lu Agassiz, qui a lu les travaux de cet homme-là, qui a commencé en Suisse à étudier les blocs erratiques, qui a étudié le mouvement des glaciers avant de venir aux États-Unis,
Eh bien, donc il a démontré qu'il y avait une ère glaciaire où finalement il y avait d'énormes glaciers beaucoup plus grands que l'actuel. Il s'est dit, bah, peut-être que c'est ça qui a creusé, parce que les vallées glaciaires ressemblent exactement à ça, les bords nets et le fond plat. Bon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans toute la vallée des traces glaciaires. Vous savez que quand il y a des glaciers, on voit ça, je sais pas, on voit ça par exemple à Chamonix, la mer de glace, ça fait des rayures sur les rochers, ça polit les rochers. Ils sont très très polis, ils sont très très lisses, c'est la glace qui a fait ça, mais avec des rayures. C'est comme si on gratte avec une clé une porte de voiture. C'est-à-dire que c'est les cailloux qui sont coincés dans la glace qui vont rayer. Donc c'est très caractéristique. Puis il y a un sable extrêmement fin, poli par... Donc il y a des tas de traces, il y a des moraines aussi. Donc il va chercher partout dans la vallée toutes ces traces-là. Il les met sur une carte, etc. Mais bon, est-ce que c'est de la science? Je crois que c'était surtout un prétexte pour aller se promener. En fait, il voulait se promener, et comme la botanique était un prétexte pour aller se promener, pour aller voir tel truc, et puis après, cette histoire de glacier, c'était un prétexte pour aller se promener dans la vallée, et très content de découvrir des trucs. Après, il a publié ça, voilà, donc c'est devenu... Mais c'est pas une vraie démarche scientifique, c'est juste une collection d'observations. Il n'a pas créé de concept. Agassiz, en collectant tous ces signes et en inventant la notion d'air glaciaire, il a fait un travail scientifique. Muir, en collectant tous les indices et en disant là aussi il y a eu air glaciaire et donc un glacier, il fait que de l'observation, un rassemblement de données. Il ne fait pas travail de science. Il n'y a pas de concept là-dedans. Voilà. Donc du coup c'est plus un naturaliste, c'est un observateur. Mais en termes de botanique, il est pointu, il connaît plein de choses, ça le passionne, il ramasse des plantes, il identifie tout ça. Et là encore, c'est un naturaliste. Il ne crée pas du savoir scientifique. Voilà. Alors, pourquoi il a voyagé? Donc il est allé un peu partout, dans les États-Unis, tout ça, bon. Et puis il se marie. Alors ça, c'est un grand mystère de sa vie, c'est-à-dire comment il est arrivé à se marier. Alors c'est un type très sympathique, qui avait beaucoup d'amis. Et ses amis ont dit, ouais, on connaît quelqu'un, ça serait bien que tu la rencontres, c'est une femme pour toi. Alors, la femme pour lui, c'est une femme très étonnante, elle était la fille d'un homme qui avait une ferme de production de fruits en Californie, côté de San Francisco, et c'est une femme très intelligente, qui a fait des études, etc., mais qui restait, qui ne se mariait pas. Et bon, il va la rencontrer, il rate plusieurs rendez-vous, il prétexte des voyages pour pas y aller, bon, vous voyez. Bon, c'est comme un type qui a vécu dans les bois pendant 40 ans, pendant les 20 dernières années. Il finit par la rencontrer, et là, il se passe quelque chose, et ils se plaisent, beaucoup, ils se marient. Bon. Avant elle, il y a zéro trace d'aucune femme que ce soit. Alors bon, c'est un Écossais, presbytérien, à la fin du 19e, bon, peut-être qu'il raconte rien. Mais quand même, il raconte pas mal de choses, voilà, il y a un petit côté naïf un peu aussi. Voilà, peut-être qu'il y aurait une trace. Peut-être que cette femme est la première. Bon, je sais pas. C'est possible. Et il s'installe dans la ferme de son beau-père, et il l'a fait fructifier de façon incroyable, parce qu'il bosse, c'est un type avec une résistance physique, il va bosser, il dirige des ouvriers, il exporte ses fruits, etc. Bon, et en fait, il fatigue, et sa femme lui dit, écoute, il essaie de voyager avec sa femme. Bon, le problème c'est que sa femme, écoute, elle avait des grosses malles avec des robes et des vêtements, etc. Elle est allée à Yosemite avec elle, et puis bon, elle croyait voir un ours derrière chaque bus. Beaucoup écrit pendant les voyages de Muir. Donc Muir va en Alaska, il lui écrit. Alors, comment on écrit d'Alaska? À l'époque, la poste, elle n'est pas tout. Là, on passe la lettre, on croise un bateau, on passe des lettres, on passe du courrier, et le courrier arrive. Bon, ça met du temps, mais il arrive. Et il y a des lettres d'elle et des lettres de lui qui sont très intenses, qui sont très affectueuses. Et qui sont, et c'est pas du tout emprunté, tout ça, c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de fort de lui vers elle et de elle vers lui. Il y a vraiment un lien très très fort. Et bon, ils ont été très amoureux l'un de l'autre, alors que c'est des gens très,
très étrange, très atypique. Et pendant tous les voyages qu'il a fait, il lui a écrit abondamment. Et elle aussi. Voilà. Donc il va aller en Alaska, où il est super enthousiaste de l'Alaska, parce que là aussi sauvage, grandiose et tout ça. Il fait des trucs insensés en Alaska, genre conduite à risque, quoi. Il part, un jour il raconte que bon, il y a un type qui l'emmène auprès d'un glacier avec un canoë, il traverse un petit bras de mer. Bon, quand c'est que je vous reprends, quand c'est qu'on se donne rendez-vous? Ah bon, je sais pas, bon, je vais y aller, puis on verra bien. Ah, mais c'est pas possible, là. Dernièrement, il y a des gens qui sont partis, ils sont jamais revenus. Non, mais ça inquiétez pas, je vais me débrouiller. Et il part. L'Alaska, quoi. Des glaciers, des brumes, des gels, des machins. Et bon, il s'en sort, il a une santé de fer, enfin bon, c'est incroyable. Et après, il va faire d'autres voyages, parce qu'il va écrire beaucoup, il va écrire des articles, il va gagner sa vie avec ses articles, il va être extrêmement connu. Et il va faire des voyages, alors souvent qui sont un peu financés par des mécènes, et il va, par exemple, voyager dans l'Est des États-Unis, là il va rencontrer un petit peu l'intelligentsia de la côte Est, puis après il va partir, il va réaliser son voyage en Amérique du Sud, il va traverser le golfe du Mexique, il va aller sur les Roanoke, sur l'Amazon, avec un peu plus de moyens, puis une fois qu'il était au bout, il a dit, écoute, ouais, je vais aller voir l'Afrique. Il traverse, il va voir l'Afrique, puis après il va voir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En revenant d'Australie et de Nouvelle-Zélande, il se dit, oh là là, il me faudrait une deuxième vie pour réapprendre la botanique, parce que là c'est vraiment pas pareil. Il remonte jusqu'au Japon, en Mongolie, il rentre par le Transsibérien, il est sur la Volga, etc. Enfin bon, il fait des voyages incroyables. Alors, ces voyages-là, ce qui est fabuleux, c'est que ça serait à raconter. Puisque c'est documenté, il avait toujours avec lui des carnets. Sur ces carnets, il écrivait tout ce qu'il voyait, il racontait, il faisait des dessins, tout ça. Et à partir de ces carnets, ces articles, et à partir de ces articles, il faisait des bouquins. Et des bouquins, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a à peu près 4 bouquins qui existent. 2 finis, un sur l'Alaska, un sur la Sierra Nevada, un sur les 1500 km à pied, et un sur ses souvenirs d'enfance qu'il a dicté à un secrétaire particulier qui lui avait prêté un mécène. Bon. Il n'aimait pas écrire, il préférait le palais. Donc il avait du mal, et vraiment il se fouettait pour arriver à cette étape de travail. Mais il reste des dizaines de carnets. Et il y a une université américaine, Université du Pacifique, je crois elle s'appelle, qui a scanné tous ces carnets, qui les a mis en ligne, et qui sont consultables. Alors non seulement ils ont scanné, mais ils ont transcrit tout ce qui était écrit au crayon de papier, et c'est un trésor fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a tous les voyages de Muir qui sont là, mais à ma connaissance, ça n'a pas été publié. Alors, après, moi je suis un romancier feignant. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme d'archives. Je ne vais pas essayer de lire tout ça et essayer d'en faire quelque chose, mais ça vaudrait le coup. Il y a des choses incroyables sur sa façon de voir les gens, les choses, etc. C'est super. Donc il y a un trésor qui est là, qui est les voyages tardifs de Muir de 50 ans à 80 ans. Il n'y a plus qu'à y lire. Voilà. D'autant qu'il écrivait bien, il avait probablement du mal à écrire, enfin ça lui coûtait, mais il écrit très bien. Tout à fait, c'était un amoureux de la poésie anglaise. Donc il a vraiment une sensibilité littéraire, il écrivait extrêmement bien. Et j'ai lu des revues qui paraissaient aux États-Unis à l'époque où il écrivait. C'était des revues sur la nature, sur l'Ouest, sur des choses comme ça. Et donc, il y a une différence mais prodigieuse entre ce qu'il écrivait lui et ce qu'écrivaient les autres. Ce qu'écrivaient les autres, c'est très 19e, c'est un peu compassé, c'est un peu académique. Et lui, c'est de l'émerveillement, de la poésie. Bon, c'est quand même le type qui écrit un article de 10 pages sur le bruit du vent dans la forêt. Ou alors, il raconte ses aventures dans la tempête. Quand il voit une tempête, il est super content. Il grimpe à un pin tout en haut. Et là, le pin se balance. Il dit, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, c'est un type étonnant qui raconte des trucs à la fois aventureux et drôles, avec une plume légère, inventive, etc. Les autres qui écrivent à l'époque, c'est des lourdingues. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ce côté très original de son écriture. Et il était extrêmement connu à l'époque.
C'est-à-dire qu'on lisait ses articles et on le reconnaissait. Voilà. Et il faisait des conférences, et il paraît que les conférences faisaient ça le comble, parce qu'il était extrêmement bavard, extrêmement drôle, extrêmement... Voilà. Donc les gens venaient le voir, c'est un spectacle. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que j'aime cet homme-là. Alors, l'heure tourne, on va donner la parole dans un instant au public, mais il y a une petite question qui me taraude depuis le début et depuis que j'ai lu votre ouvrage, c'est que c'est effectivement une biographie, mais en creux c'est un peu une autobiographie également, témoin cette citation où vous dites, où vous écrivez « Pourquoi parler de moi alors que je ne suis pas le sujet ?» Pourquoi me placer ainsi avec insistance sur la photo? Parce que l'important, c'est qu'on le lise encore 50 ans après. Le sujet, c'est se mourir, toujours contemporain, comme maître à penser, maître de vie. Se demander pourquoi Mire, l'émerveiller, émerveille encore. C'est le cœur battant de ce livre, c'est se demander pourquoi cet homme-là parle encore à ceux qui le découvrent. Alors, je fais la biographie de mon petit Mire intérieur, je l'accompagne. Donc c'est sans révéler de secret, c'est quoi ce petit mur intérieur? Alors, c'est que moi aussi, je me suis beaucoup promené dans ma vie, j'étais très émerveillé par la nature. Alors moi, je faisais ça, j'ai beaucoup fait ça en vélo, j'ai beaucoup fait ça en VTT, où j'allais faire des sortes de randonnées en VTT. Et c'est-à-dire que quand on grimpe en plein été, dans la montagne, par les petits chemins caouteux, et on pédale, puis après on arrive, ça y est, la forêt s'arrête, et il y a des alpages, et puis on arrive à un col, et là, brusquement, une vallée s'ouvre. Oh, en plus, complètement défoncé par l'effort, c'est un moment d'extase totale. C'est une merveille, voilà, c'est un immense bonheur. Et Muir décrit ça. Donc moi, j'ai vécu ça. Alors lui, il a vécu dans des grands paysages extraordinaires. Moi, j'ai vécu ça dans des petits paysages modestes. Hein. Je faisais ça, les Alpes, le Jura, voilà. Ça parle au petit Muir qui est en moi. Parce que j'ai connu cet émerveillement devant la nature. Et quand il le raconte à grand spectacle, c'est-à-dire quand il va en Alaska, petitement, je le comprends un peu. Ah, on a failli faire un truc. Il y a un producteur d'émissions de télé qui m'avait contacté. Il m'a dit: ouais, je fais quelque chose sur les écrivains voyageurs. Les écrivains voyageurs, moi voyageur, enfin bon, ça va quoi. Alors oui, je précise, je suis jamais allé en Californie ni à Yosemite. J'ai tout inventé. Mais comme je l'ai dit dans le bouquin, j'ai vu beaucoup de westerns. Donc, le projet c'était de louer un voilier dans l'Alaska du Sud. Vous savez, l'Alaska, il y a une petite bande qui descend jusqu'à Vancouver par là. Et là, c'est un paysage extraordinaire. Il y a des grandes forêts, il y a des petites îles côtières, couvertes de grands. Ils n'ont pas voulu parce que... non, la raison qu'ils ont donnée, c'est que non, Muir n'est pas connu, donc vraiment, franchement, ça n'a pas marché. Et deuxièmement, il y a le confinement, donc voilà. Mais j'aurais bien aimé passer 15 jours sur ce voilier dans les îles d'Alaska pour aller voir pour de vrai le glacier Muir, parce qu'il y a un glacier Muir. Donc voilà, j'aurais vu. Autrement, voilà, moi je me suis... moi je suis un romancier à la base, donc j'invente les choses. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui résonnait en moi. Alors, ça s'est déclenché à un moment très très précis. Il raconte que quand il est gamin, donc son père, le presbytérien fou, en Écosse, quand il avait, je sais pas, 8-10 ans, il l'envoyait se coucher tôt, donc il n'avait pas sommeil. Et il était dans une chambre avec son frère, son petit frère. Et là, il avait 2 petits lits, et puis il jouait à l'expédition. C'est-à-dire que il disait: ouais, on fait ça, etc. Tiens, on va s'arrêter, on va bivouaquer, il faut semblant de du feu, etc. Il faut semblant de manger, machin, etc. Bon, allez, maintenant on va dormir. Et en fait, quand j'étais gamin, je faisais ça tout seul. C'est-à-dire que mes parents, ils m'envoyaient me coucher tôt, j'avais pas sommeil. J'inventais que je me mettais un sac à dos, je le remplissais de telle chose, et après je marchais. Alors je faisais des mouvements dans mon lit, et puis moi je dis: oh ouais, c'est le moment de faire le bivouac, allez, c'est bon. Et là je me dis ça alors. À un siècle d'écart, il y a 2 types, quand ils sont gamins, ils jouent à la même chose. Alors la grosse différence, c'est que lui après il l'a fait, moi pas. Mais moi, je raconte l'histoire de celui qui l'a fait. Donc ça nous recrée un lien. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose en lui qui me... Alors, j'ai pas une vie aventureuse du tout, pas comme lui, mais il y a quelque chose en lui qui résonne avec quelque chose en moi.
Et ça a été un peu comment dire, un des fils directeurs du bouquin, c'est-à-dire pourquoi cet homme-là me fait tant d'effets? Parce qu'il y a des choses que je comprends bien dans ce qu'il vit, parce que voilà, je l'ai fait en petit, mais l'avoir fait en petit, ça permet de comprendre. Voilà, faire un peu permet de comprendre ceux qui font plus. C'était quand même quelqu'un qui était très connu. Déjà en 1871, le grand philosophe Ralph Waldo Emerson vient lui rendre visite. Et puis on a cette fameuse visite pendant 2 ou 3 jours du président Theodore Roosevelt qui vient là également à Yosemite. Alors ça c'est assez drôle. Alors, Emerson était venu voir Yosemite, il voulait le voir parce qu'il avait lu les choses comme ça. Il dit je voulais, on va dans la montagne, on va camper, on va faire des feux de camp. Et là, il avait 70 ans, Emerson, et son entourage, il dit il est de santé fragile, peut-être pas. Donc ça s'est pas fait. Alors, avec raison, parce que quelques années plus tard, il est mort d'une pneumonie attrapée pendant qu'il se promenait. Donc bon, voilà. Il était fragile, en effet. Bon, et là, donc c'est en 1903, chose comme ça, Muir essaie de militer pour que le parc qu'il avait aidé à constituer passe du statut de parc de Californie au statut du parc fédéral. Parce qu'en fait, il n'avait aucune confiance dans les politiciens californiens. Bon, on est à l'époque de western, hein, donc voilà, il voudrait que ce soit un parc fédéral. Et il essaie de militer pour ça, et Theodore Roosevelt, le président à l'époque, voudrait le voir, voudrait le rencontrer. Et donc, il va le voir en Californie. Et, bon, je vous rappelle qu'il y a Theodore Roosevelt, vous voyez la carrière du bonhomme, c'était le président baroudeur. Bon, il a rajouté un peu, c'était un peu sa marque de fabrique, mais il aimait faire du cheval, il aimait chasser, il avait été militaire, etc. Enfin bon, c'était le type de la nature. Et donc, lui, il était plutôt pour les parcs, hein, c'était l'époque des parcs. La sensibilité de la société acceptait les parcs. Et donc, il vient voir Muir au départ dit ouais, non, j'ai un voyage de prévu quand même, faut pas, voilà. Et puis finalement, il accepte, et il dit écoutez, je veux bien, mais on va passer 3 jours dans la montagne tous les deux, c'est tout. Personne d'autre. Roosevelt, baroudeur, il dit bien sûr, et hop, ils partent. Ils partent dans la forêt. Alors il paraît qu'ils font un feu de camp qui dorment à côté, etc. Que quand ils se réveillent, ils sont couverts de neige, mais tout va bien. Ils redescendent, ils sont ravis tous les deux. Et donc c'est là que Roosevelt dit j'ai jamais vu un homme aussi libre que lui. Et puis oui, Muir dit aussi quel homme, quelle puissance, quel aventurier. Et aussitôt Roosevelt publie un décret comme quoi ce parc devient un parc fédéral. Et du coup, carrément, on envoie la cavalerie pour chasser les moutons. Mais parce que bon, c'était. Et en fait, Muir voulait que ça soit gardé par l'armée, parce qu'il avait plus confiance dans l'armée que dans quoi que ce soit, parce que c'était un peu l'armée, elle fait ce qu'on lui dit, donc voilà. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que Roosevelt dit après, oui, comme ça permettra de faire une bonne réserve de chasse. Muir n'avait jamais chassé de sa vie, il n'avait jamais tiré sur un animal, et il se nourrissait, pas mal, il se nourrissait de pain. Voilà. Et donc, il y a un malentendu, mais un malentendu fécond, puisque le parc a été créé. Et il existe encore. Alors, justement, je me suis demandé s'il fallait que j'y aille. Bon, je me suis renseigné, j'ai regardé sur Internet. Comment on fait pour y aller ? Il faut aller à San Francisco, mais après de San Francisco, comment il faut faire ? Il y a des cartes qui mènent là-bas, etc. Mais après, j'ai vu des images, je me suis dit, oh là là, le monde qu'il y a. C'est-à-dire que sur le Half-Dome, là où on voit une photo de genre, un peu comme celle d'avant, là, où on voit Muir tout seul, maintenant il y a une rampe qui est scellée dans la roche et les gens font la queue comme à la cantine, quoi, pour aller se faire prendre des selfies en haut. Je me dis, mais c'est marrant, je gère rien. Et pour aller à l'intérieur, dans le John Muir Trail, la piste de John Muir, les gardes du parc ne donnent que 25 permis par jour. Il faut faire la queue à 5h du mat pour essayer d'avoir quelque chose. Enfin bon. Je me suis dit, ouais, mais ça va pas m'arranger tout ça. Ça va pas m'approcher de Muir. En plus, après, mon travail, c'est pas sur le parc de Yosemite. Mon travail, c'est sur le regard de Muir, sur l'émerveillement de Muir. C'est bon, j'ai vu le Massif central, je dois pouvoir imaginer. C'est le romancier, hein. Vous savez, dans l'art français de la guerre, j'ai quand même raconté la guerre d'Indochine. Ma seule expérience de forêt tropicale, c'est les cerfs du parc de la Tête d'Or à Lyon. Donc, oui, il fait très chaud, hein, il fait très très chaud. Mais bon, après j'ai raconté l'Indochine, et il y a des gens qui sont venus me voir en disant
Ah ouais, non, on voit bien que vous y êtes allé. Magie du roman. En tout cas, il ne fallait pas aller cet été à Yosemite, puisque c'est une illustration terrible de ce qui s'est passé cet été. On va, si vous voulez, passer la parole à ceux qui éventuellement souhaiteraient poser des questions. Il y a encore du mou, hein, c'est bon. Oui, bonsoir. Quand je lis le titre de votre livre, J'aurais pu devenir millionnaire, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Est-ce qu'il était un homme pratique qui pouvait, comment dirais-je, organiser une entreprise comme il y avait à l'époque au XIXe siècle, qui impliquait tout un tas de qualités? Et est-ce qu'il y avait vraiment une possibilité qu'il devienne millionnaire? Voilà. Voilà, c'est vraiment une citation de lui. Hein, voilà. Alors, je pense que il y a deux choses. Ça a été un inventeur. Un inventeur de mécanique, de machines, etc. Donc, il a quand même, dans cette usine de chariots sur laquelle il a travaillé, il a quand même produit des machines, etc. Il a amélioré la production. On peut imaginer que dans sa vie, il aurait pu faire ça. Mais plutôt comme ingénieur-inventeur. Mais quand il a fait marcher la ferme de production de fruits, vraiment de façon énorme, donc il a ce côté à la fois inventeur et gestionnaire. Alors par contre, gestionnaire, quand il a fait ça sur cette ferme, il s'y est épuisé parce qu'il s'investissait beaucoup trop. Est-ce qu'il aurait tenu plus de temps? C'est pas sûr, parce qu'il était taraudé par le désir de filer, quoi. Voilà. Mais il avait probablement les capacités, en effet, d'inventeur et de gestionnaire, mais son désir de fiche de camp était probablement beaucoup plus fort. Donc voilà, je ne sais pas s'il aurait été vraiment millionnaire. On est venu, je crois, écouter une présentation de roman. Et en fait, on a découvert un conteur merveilleux. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. On pourrait vous écouter pendant des heures. Et d'où ma question, est-ce qu'on vous a proposé d'en faire une pièce de théâtre ou de le proposer sous forme de conte? Alors, voilà, ça c'est un problème peut-être de genre littéraire. Alors, moi j'ai raconté ça à partir d'éléments qui étaient les livres qu'il a écrits, qui étaient les livres qu'on a écrits sur lui, qui étaient des tas de renseignements que j'ai chopés partout. Enfin, bon. Et après, bon, je mets en forme, je raconte. C'est-à-dire que j'ai pas tout dit de Muir. J'ai bien précisé à l'éditrice, je vais pas faire une biographie exhaustive de 500 pages. Ça, j'ai pas envie. Et elle m'a dit, ouais, je sais à qui je m'adresse. Bon, donc ok, on était d'accord. Donc j'ai fait un récit à partir des éléments, et puis en essayant de suivre un fil. Par exemple, en Alaska, il y a plein de choses que j'ai pas racontées, et ça c'est grâce à l'éditrice. C'est-à-dire qu'il y a plein d'épisodes, dire ah, c'est génial, voilà, on voit vraiment sa personnalité. Je dis ouais, mais là on zigzague un peu, hein, il y a des digressions, ça va pas, on se perd un peu. Donc j'ai élagué beaucoup pour qu'il y ait toujours un fil narratif. Bon, ça je sais un peu faire. Après, est-ce que je sais faire une pièce de théâtre? Ben, je sais pas, peut-être bien que non. Est-ce que je sais faire un conte? Je sais pas. C'est pas sûr. Enfin voilà. C'est-à-dire que quand j'écris un roman, je suis incapable de faire un plan avant. En fait, il s'écrit en s'écrivant. Donc du coup, par exemple, je suis très mauvais à faire un scénario. Parce que j'ai pas d'idée d'histoire. Donc à la limite, peut-être que si je fais le roman, puis après on transforme ça en scénario, pourquoi pas. Bon voilà, je sais pas trop. Alors, ça va peut-être évoluer parce que alors là, dans 2 semaines, le 13, va sortir un autre bouquin dans la même collection de Paulsen sur Fridtjof Nansen, explorateur polaire norvégien, qui n'est pas arrivé au pôle, qui est devenu du coup héros national norvégien, et après devenu diplomate en Norvège. Et après, il a inventé le passeport Nansen dans les années 20 pour les apatrides. Parce qu'il a été envoyé à SDN.
Bon, donc je raconte ça, c'est aussi un personnage moins rigolo que Muir, mais impressionnant. Puis après, ça fait réfléchir sur la notion de héros. Et là, il se trouve que France Inter m'avait proposé de faire un petit conte pour enfants, et j'ai transformé mon bouquin en conte. Bon, alors, ils m'ont dit 5-7 ans, alors moi, ça fait un moment que j'ai pas vu d'enfant de 5 ans, donc... ouais, mais mes enfants, ils ont 30 ans, quoi, donc... Alors je sais pas si c'est bien adapté, mais après donc j'ai pu transformer un peu, voilà. Mais peut-être qu'en effet, après j'ai proposé à l'éditrice, je dis ça ne dirait pas, on met un petit illustrateur sur le coup, là ça fait peut-être un petit conte, ce serait bien comme ça on aurait les deux, on a peut-être pour adultes, pour enfants. Ouais, bon, on va voir, c'est en cours. Donc en fait, ça date d'une semaine ça. Ça veut dire que j'ai pu transformer, il y a peut-être l'idée de transformer ça en conte. Mais le théâtre, moi je vais vous dire un truc... c'est pas mon avantage. Hein. Je vais très peu au théâtre. En fait, je m'endors. Au bout de 10 minutes, poum. C'est radical. Hein. Alors qu'au cinéma, je m'endors jamais. Même si c'était mauvais film. Au théâtre, même si c'était très bonne pièce, je m'endors. C'est terrible, du coup, j'y vais pas souvent. Mais je sais bien que j'ai tort. Hein. Donc du coup, j'ai une légère distance avec le théâtre, même si je suis sûr que on me demanderait de faire la défense du théâtre pour argumenter pour ça, je dirais des choses très magnifiques sur le théâtre. Mais j'y vais pas. Donc du coup, ça plombe un peu ma capacité à écrire du théâtre. Autre question? Vous avez parlé de la rencontre par les écrits, justement, cette rencontre intellectuelle. Ma question est la suivante. En quoi cette rencontre a-t-elle changé votre perception de l'environnement, de la nature, puisque vous nous avez déjà dit que vous aviez déjà auparavant plus qu'une sensibilité au vu de votre parcours. Et donc voilà, en quoi véritablement cette rencontre intellectuelle a-t-elle pu modifier ou non votre vision? Merci. Alors je trouve que voilà, il y a un truc qui m'avait beaucoup frappé. C'est le côté un peu, alors finalement un peu mystique de Muir, où il voit la création. Et il voit, en fait, c'est une sorte, j'ai inventé un truc, c'est un animiste monothéiste. Enfin bon, c'est un peu compliqué comme affaire. C'est-à-dire que lui, il est dans une perspective chrétienne, avec un Dieu, un créateur, mais ce créateur est partout. Et partout, dans toute manifestation du vivant. Et il est totalement émerveillé par toutes les manifestations du vivant. C'est-à-dire une mouche, une souris, un dauphin, un arbre, tout, etc. Il voit la vie partout. Et c'est vrai que cette vision-là, c'est comme si ça avait un petit peu précisé la mienne. J'avais aussi ce côté-là, ce côté sensible au vivant, mais je ne m'étais jamais posé la question. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Je me contentais du plaisir que j'avais. Et puis là, voilà, je me dis, il y a quelque chose quelque chose de puissant dans cette idée-là, c'est-à-dire finalement de considérer le vivant. Mais en fait, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, le livre d'après, qui s'appelle Parmi les arbres, je l'ai publié chez Actes Sud dans la collection Les Mondes Sauvages. C'est là où il y a Morisot, Vincent Després, etc. Et en fait, je crois que c'est Muir qui m'a permis de préciser les choses et qui m'a permis d'écrire et de participer à cette grande réflexion sur le vivant qui a lieu maintenant. Voilà. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est comme si j'avais une grosse masse de sensations et de savoir, et pof, ça s'était mis en ordre grâce à Muir. Voilà, et donc, oui, je lui dois peut-être justement le livre d'après, où je raconte des choses sur les arbres. Et de façon, j'espère, un peu muiresque, avec enthousiasme et empathie. Les 4 livres, c'était des souvenirs d'enfance. Est-ce que... à quelle époque il a écrit ça? Pourquoi, à votre avis? Et est-ce que c'est un beau livre? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Puisqu'apparemment, son enfance n'a pas grand-chose à voir avec sa vie d'adulte, puisqu'il a eu une enfance un peu prisonnière. Tout à fait. Alors, il a écrit ça sur le tard. Il a écrit ça quand il avait la soixantaine. Et à l'époque, il voyait beaucoup de mécènes. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un mécène qui lui a prêté un secrétaire particulier et un chalet au bord d'un lac.
et Muir a dicté ça. Et c'est drôle parce que ce livre, on sent l'oral, on sent le conteur oral, et que le secrétaire a noté au passage. Et bon, après, ça a été mis en forme. Et c'est un très beau livre parce que c'est très drôle, c'est très humain. Et il raconte sa vie de petit garçon en Écosse, où il raconte que ce qu'il adorait, c'était les trucs sauvages. Alors avec ses potes, il fuyait dans la lande, il jouait à la guerre. En fait, il jouait à... comment ça s'appelle, Mel Gibson, à Braveheart. Il jouait à ça. Il faisait des batailles entre Anglais et Écossais. Et après, il rentrait à la maison, et puis là, c'était la tripe, quoi. Mais bon, c'est une vie de gamin de la campagne. C'est un peu la guerre des boutons, mais en Écosse. Et après, il raconte comment ils ont émigré, et comment ils ont vécu dans la ferme là, terrible, et comment il a été après à l'université, etc. Donc il raconte tout ça de façon très vive, très, très touchante, très drôle. Voilà. Mais c'est vraiment c'est une œuvre de l'âge mûr, voilà, de la soixantaine, et qui a été dictée, mais du coup la dictée, ça met de la vie dans ce livre. C'est un très chouette livre. Et ça y est, je ne sais plus son titre, mais vous regarderez sur le Wikipédia que j'ai déjà consulté, ça y est. Une fois qu'on aura terminé votre livre, si on voulait lire quelque chose qu'il a écrit, qu'est-ce que vous conseillerez? Alors, ce qui a été publié, c'est pas, donc il y a les 1500 km. Alors, il faut aimer les récits de voyage, parce que c'est vraiment que ça. Il y a ces deux livres les plus achevés, c'est Un été dans la Sierra, où il raconte son arrivée dans la Sierra Nevada, la découverte de Yosemite, etc. Autrement, il y a Voyage en Alaska, il raconte ses voyages, mais là aussi plus tardivement. Donc, les deux sont passionnants. Bon, les saisons d'enfance sont très très bien. Et ce qui est très très beau aussi, c'est chez José Corti. Il y a eu des traductions de ses articles. Donc, et ça c'est très très beau parce que c'est des petits textes où il raconte ses aventures, comment il grimpe dans une montagne, comment il devient copain avec un écureuil, comment voilà, enfin des tas de choses. C'est des choses en fait infimes et qu'il arrive à rendre épiques et touchantes. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Célébration de la nature, je crois, c'est chez José Corti. Donc c'est ces articles qui publiaient dans les revues. Ouais, et qui a fait de lui. Parce que après les bouquins, c'était un peu tardif. Voyage en Alaska, quand il est mort en 1914. Il avait plus de 70 ans, il a chopé une pneumonie, et il est mort à l'hôpital de Los Angeles. Et sur son lit de mort, il y avait les épreuves de Voyage en Alaska qu'il était en train de corriger, quoi. Donc il est jusqu'au bout. Mais voilà, c'était ces livres. Il n'a pas commencé à écrire des livres, quoi. C'est vraiment, il a commencé par écrire des articles. Du coup, et il y a plein de petites éditions depuis quelques années. Il y a des petits articles qui sont comme ça édités à part, qui sont chouettes. Et comme Madame est américaine, je rajoute que la Library of America a publié un gros volume des œuvres de John Muir. Ça doit coûter à peu près $35. C'est possible qu'on l'ait ici, je ne sais pas, mais à la bibliothèque universitaire, vous le trouverez. Voilà, et puisqu'on parle de publication aussi, je signale que le livre de Alexis Génie paraîtra très bientôt en collection poche, normalement début octobre. Oui, mais nous avons l'avant-première dans le... Oui, le suivant. ça c'est le suivant, mais dans le... donc on va clore... je pense qu'on aurait pu tous rester ici des heures encore, mais on veut aussi vous proposer la possibilité de faire dédicacer vos livres ce soir. Et on est très content de notre partenariat avec la librairie de voyage Ariane, qui est dans l'auditorium, avec les livres en vente. J'aurais pu devenir millionnaire en grand format, et on a l'avant-première en petit format qui va sortir le 13 octobre, mais on a des exemplaires en avance. Et on a aussi, ils ont donné aussi le livre que notre invité en a parlé brièvement, le passeport de Monsieur Nancel. Donc vous avez de beaux ouvrages à choisir et faire dédicacer. Et donc on voudrait bien donner un peu de temps pour ces dédicaces. Donc merci tous d'être venus aussi nombreux. Et merci.
Merci.